Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, Hervé Chezil à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver, et plus particulièrement aujourd'hui, en cette période de Noël. Je commencerai donc cette nouvelle émission avec une information qui semble avoir échappé à la quasi-totalité de nos grands médias. Mardi 26 décembre, l'ambassadeur de France à Bakou, en Azerbaïdjan, Madame Anne Boyon, a été convoquée au ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères. Il lui a été notifié l'incompatibilité des activités de 2 employés de l'ambassade avec leur statut diplomatique, ainsi qu'avec les dispositions de la Convention de Vienne de 1961. Il a été porté à l'attention de Madame Boyon que ces derniers étaient désormais non grata en Azerbaïdjan. La partie azérie leur laisse 48 heures pour quitter le territoire azerbaïdjanais. Cette décision d'expulser 2 diplomates français intervient dans un contexte de tension entre la France et l'Azerbaïdjan au sujet du soutien à l'Arménie, le soutien de Paris à l'Arménie face aux menaces d'invasion de son voisin. Le dictateur azerbaïdjanais Ilham Aliyev s'en prend régulièrement à la France dans ses discours et il en profite d'ailleurs souvent pour faire référence au passé colonial de la France, l'accusant, comme le fait son suzerain Erdogan, de génocide en Algérie, de génocide à l'époque de l'esclavage. Et il a même évoqué à plusieurs reprises le cas de la Corse. Rappelons qu'en septembre dernier, l'Azerbaïdjan s'est emparé par la force de l'enclave arménienne du Haut-Karabakh, que les Arméniens appellent Artsakh, après en avoir fait le blocus 9 mois durant. Ce coup de force du régime de Bakou a provoqué la fuite éperdue vers l'Arménie de la totalité de la population arménienne de ce territoire, peuplé majoritairement d'Arméniens depuis des millénaires. Les protestations internationales ont été très faibles dans le contexte de la guerre d'Ukraine. Et puis, quelques jours après, cette tragédie a été totalement occultée par les atrocités commises par les nazis islamistes du Hamas contre les civils israéliens et la guerre qui s'en est suivie à Gaza. C'est ainsi qu'en cette période de Noël, la plus ancienne nation chrétienne de la planète a été complètement oubliée par le monde chrétien. Il est vrai que pour suppléer à la fin des importations de gaz et de pétrole russe, l'Europe a grand besoin de l'Azerbaïdjan. Ceci explique sans doute cela. Comme si cela ne suffisait pas, la dictature héréditaire et corrompue qui domine l'Azerbaïdjan depuis la fin de l'Union soviétique ne semble pas vouloir en rester là. Depuis longtemps, la propagande du régime de Bakou émet des revendications fantaisistes sur une grande partie du territoire de l'Arménie proprement dite, alors que l'Azerbaïdjan n'existe que depuis 1918 et que l'Arménie existe depuis des millénaires. L'Arménie craint que son voisin azerbaïdjanais, plus riche et mieux armé, ne tente de relier par la force l'exclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan à son territoire en empiétant sur le sud du territoire arménien. Dans ce contexte de forte tension, Paris soutient Erevan et a renforcé sa coopération militaire en acceptant notamment de vendre des équipements de défense sol-air à son partenaire de longue date, ce qui a provoqué la furie du dictateur azerbaïdjanais qui oublie bien vite toutes les armes que lui-même a reçues depuis des années de la Turquie et d'Israël. Il a d'ailleurs multiplié les entraînements militaires avec la Turquie,
un autre pays hostile à l'Arménie, qui, plus d'un siècle après, continue à nier le génocide perpétré contre les Arméniens en 1915-1916 par le régime jeune turc de l'Empire ottoman finissant. Rappelons qu'une grande partie de l'Arménie historique se trouve sur l'actuel territoire de la Turquie, à commencer par le mythique mont Ararat, celui-là même où les traditions hébraïques et chrétiennes placent l'échouage de l'arche de Noé. Les sublimes ruines de l'ancienne capitale de l'Arménie autour de l'an 1000, Ani, la cité aux 1001 églises, se trouvent aussi, hélas, en territoire turc. C'est dans ce contexte que le Milli Majlis, le Parlement azerbaïdjanais, a adopté un texte sur le retour des Azerbaïdjanais occidentaux dans leur patrie historique, c'est-à-dire en Arménie. La question débattue lors de la séance plénière qui s'est tenue ce 26 décembre au Parlement azéri a donné lieu à une déclaration accusant les Arméniens d'avoir, je cite, chassé et torturé les Azerbaïdjanais, ainsi que de les avoir soumis à un nettoyage ethnique. Ils n'ont pas fait mention, bien sûr, des épouvantables pogroms contre les Arméniens qui avaient eu lieu à Bakou et dans d'autres villes azerbaïdjanaises au début des années 90. Les représentants de la communauté, donc de la communauté azerbaïdjanaise, qui revendique le nom d'Azerbaïdjanais occidentaux, estiment que la reconnaissance du droit de ces Azerbaïdjanais occidentaux à retourner dans leurs foyers ancestraux sur le territoire arménien constitue un levier de confiance important entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et un grand pas vers une véritable réconciliation entre les deux États avec la création d'un environnement de coexistence. Fin de citation. Il s'agit là probablement d'un contre-feu allumé par le dictateur Aliyev pour faire un peu plus oublier le sort des 120 000 Arméniens qu'il vient de chasser manu militari de la terre de leurs ancêtres, l'Artsakh. À cet égard, l'ex-députée arménienne Tatev Aherapetian rappelle que cette notion artificielle a pour la première fois été évoquée par Ilham Aliyev le 24 décembre 2022, 2 mois après que le gouvernement arménien ait reconnu l'Artsakh comme partie intégrante de l'Azerbaïdjan. Comme quoi, lorsqu'on fait des concessions à l'Azerbaïdjan, eh bien ce même Azerbaïdjan en réclame toujours plus. Rappelons aussi que l'exclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan, que Bakou rêve de pouvoir relier au territoire de l'Azerbaïdjan proprement dit, faisait également partie de l'Arménie historique et que, comme le Haut-Karabakh Artsakh, il a été arbitrairement attribué à l'Azerbaïdjan dans les années 20 du siècle dernier par le pouvoir bolchevique. Depuis, la population arménienne de ce territoire a totalement disparu, la population actuelle étant azérie dans sa totalité. Après la dislocation de l'Union soviétique, les autorités de l'Azerbaïdjan ont tout mis en œuvre afin d'effacer toute trace de présence arménienne au Nakhitchevan. Les 89 églises arméniennes répertoriées sur ce territoire ont toutes été détruites dans les années 90. En 2005, après la destruction complète des gigantesques pierres sculptées appelées Khachkar et le déblayage des pierres tombales brisées au cimetière arménien de Djoulfa, le régime de Bakou a construit à la place de ce cimetière une base militaire. Le territoire du Nakhitchevan occupe une place primordiale dans le rêve panturquiste d'Erdogan et de son vassal Aliyev, car en cas d'annexion du sud de l'Arménie, il permettra d'assurer une continuité territoriale entre la Turquie et l'Azerbaïdjan et les autres ex-républiques soviétiques d'Asie centrale peuplées de populations turcophones.
Il faut donc être très vigilant face aux menées d'Ilham Aliyev et de son parrain turc, car ces deux autocrates pourraient bien profiter de la guerre d'Ukraine et de la situation à Gaza pour s'en prendre une nouvelle fois à l'Arménie. Pour Erdogan, il s'agirait d'achever le travail entrepris en 1915-1916 par les dirigeants jeunes turcs qu'il admire tant, Enver et Talat Pacha, les architectes du génocide arménien, dont de nombreuses avenues portent le nom en Turquie. L'Occident, qui n'ose plus se dire chrétien et qui renie chaque jour ses racines au nom de la laïcité et du respect d'autres religions, réagira-t-il en cas de nouvelle agression azerbaïdjanaise contre l'Arménie? Rien n'est moins sûr, hélas. Mais le pire est que le 11 décembre dernier, la candidature de l'Azerbaïdjan a finalement été avalisée par les participants à la COP 28, la conférence sur les changements climatiques qui s'est tenue à Dubaï. La prochaine conférence devrait donc se tenir à Bakou du 11 au 22 novembre 2024. Déjà, le choix de tenir la dernière conférence dans un émirat pétrolier tel que Dubaï était pour le moins discutable et je dirais même contestable. Mais annoncer que la prochaine conférence se tiendra en Azerbaïdjan relève de la provocation la plus sinistre. Ce pays, nous l'avons vu, est un grand producteur et exportateur de gaz et de pétrole, mais il est aussi un pays va-t-en-guerre et une dictature corrompue et corruptrice, et j'ajouterais sans scrupules. Déjà circulent des pétitions pour que la COP29 n'ait pas lieu à Bakou. Je vais d'ailleurs m'empresser de signer l'une de ces pétitions. Il y a peu, dans un tout autre domaine, une conférence des pays non alignés s'était tenue dans cette même capitale, ce qui était pour le moins choquant. J'avais d'ailleurs été horrifié d'apprendre que 2 Corses avaient représenté un mouvement indépendantiste à cette conférence en qualité d'observateur. Comment peut-on être indépendantiste corse, soutenir le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et oser mettre les pieds dans un pays qui vient d'écraser l'Artsakh indépendant et les droits de son peuple à disposer de lui-même? N'y a-t-il pas là une contradiction? L'Azerbaïdjan ne devrait plus avoir le droit d'accueillir des événements internationaux, que ce soit l'Eurovision ou des rencontres sportives, et encore plus des conférences telles que la COP 29. Du moins, tant que la famille Aliyev y règne et que le régime mène une politique agressive à l'égard de son voisin arménien. Puisque, avec l'Arménie et l'Artsakh, j'évoque notre devoir de solidarité envers ces terres chrétiennes, je me dois aussi d'évoquer une autre information complètement occultée par nos grands médias en cette fin d'année 2023. Dans le centre du Nigeria, l'État du Plateau est en deuil après des tueries durant le week-end de Noël. Black Christmas, un Noël noir, peut-on lire dans les journaux du pays. Des groupes armés ont en effet attaqué une vingtaine de villages entre le soir du samedi 23 et le lundi 25 décembre, faisant plus de 160 morts et au moins 300 blessés. Des habitants sont toujours portés disparus dans 3 circonscriptions se trouvant au sud de Jos, la capitale de l'État du Plateau. Les premières violences ont été signalées samedi soir. Elles se sont poursuivies dimanche et encore lundi. Ces attaques ont été perpétrées par des hommes armés contre des communautés essentiellement rurales et, outre le très lourd bilan humain, les assaillants ont brûlé de nombreux biens et de nombreuses maisons. Des scènes d'enterrement collectif ont eu lieu dans les communes endeuillées, avec des corps descendus dans de grandes fosses.
et posés délicatement les uns à côté des autres. Ailleurs, des survivants empilent matelas et valises sur le toit des voitures pour quitter le secteur. Le gouverneur de l'État, Caleb Mutfwang, a dénoncé cette série d'attaques comme ayant été, je cite, bien coordonnées avec des armes lourdes. Membre du parti d'opposition PDP, Caleb Mutfwang a appelé les agences de sécurité du Nigeria à, je cite encore, faire leur travail pour identifier les commanditaires ainsi que ceux qui financent et arment les assaillants. Les habitants ont indiqué que les assaillants étaient des miliciens Hausa et Fulani, deux groupes ethniques du nord musulman du pays. Au niveau fédéral, le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a condamné mardi 26 décembre ces attaques, déclarant avoir ordonné aux forces de sécurité d'intervenir immédiatement, de parcourir la zone et d'appréhender les responsables de ces atrocités. Je voudrais ajouter qu'il s'agit là d'un nouvel épisode de cycle de violence dans ce qu'on appelle la Middle Belt, la ceinture centrale du Nigeria. Cycle que le président Bola Tinubu avait appelé à briser en juillet dernier, comme l'avait fait avant lui son prédécesseur Muhammadu Buhari, sans succès jusque-là. Depuis trop longtemps, des communautés chrétiennes sont victimes de l'islamisme terroriste dans cette partie du Nigeria où chrétiens et musulmans se côtoient. Je rappelle que le Nigeria est coupé en deux, plus ou moins, religieusement et ethniquement. Le nord est majoritairement musulman et le sud est majoritairement chrétien, catholique et protestant. Et qu'entre les deux, il y a ce que j'ai appelé tout à l'heure la Middle Belt, cette zone des plateaux centraux où vivent côte à côte chrétiens et musulmans. Les massacres de chrétiens ne se comptent plus, parfois même dans des églises, parfois même durant des offices religieux. Durant les 14 dernières années, ce sont plus de 52 000 chrétiens nigérians qui ont ainsi été massacrés par des groupes islamistes terroristes dans la plus grande indifférence internationale. C'est pourquoi, en cette période de Noël, j'ai cru de mon devoir de vous en parler, chers auditeurs. Je termine cette émission. Je sais que vous avez sans doute été surpris que je puisse associer l'Arménie au Nigeria, mais pour moi le lien est clair. Le lien, c'est notre devoir de solidarité envers les chrétiens en danger, les chrétiens massacrés, les chrétiens chassés de leur terre, que ce soit en Artsakh, que ce soit au Nigeria, en Irak, en Chine ou ailleurs. Donc, je vous invite, chers auditeurs, à penser à eux particulièrement en cette période de Noël. Et je vais maintenant vous laisser jusqu'à l'année prochaine pour une nouvelle émission. Je vais vous laisser donc avec un chant de Noël arménien, en langue arménienne. Je vous souhaite une très bonne année 2024. Mention